Des facteurs qui expliquent en grande partie les inondations exceptionnelles de ce lundi 1er mai à Te Ahupu'o. La nature a toujours le dernier mot. C'est la grande leçon des intempéries que nous connaissons au gré des aléas climatiques qui s'abattent de plus en plus fréquemment sur notre planète et amplifiés par les effets du dérèglement climatique. En Polynésie, les intempéries et les pluies exceptionnelles qui se sont abattues durant les années les plus récentes, comme en 2017, ont rappelé avec brutalité la puissance destructrice d'une nature en colère. Rivières en crue, ponts arrachés, villes entières inondées, maisons emportées, nul besoin de revenir en détail sur ces événements. Chacun a gardé en mémoire ces images et nous savons tous qu'ils peuvent se répéter à nouveau, en particulier sur l'effet du phénomène El Niño qui s'est installé sur le Pacifique et qui s'annonce comme un événement générateur de bouleversements climatiques. De tels phénomènes s'accompagnent en général de fortes pluies, parfois de très forte intensité, généralisée ou localisée. On rentre dans un phénomène qu'on appelle le phénomène El Niño. Cette année, nous allons vivre un El Niño qui va, en termes d'intensité, entre modéré et fort. Et ce phénomène El Niño va modifier, bouleverser notre climat de saison, de la prochaine saison chaude. Donc on ne le craint pas, on voit que ce phénomène se met en place et qu'on regarde quel impact peut avoir ce phénomène sur l'activité cyclonique ou sur les phénomènes de pluie en Polynésie française. Le pays n'a pas attendu pour anticiper cette saison cyclonique et les pluies plus intenses que d'habitude qu'elle est susceptible d'entraîner. La direction de l'équipement, sous l'impulsion du ministère des Grands Travaux, a concentré ses efforts depuis au moins 6 mois sur le curage des rivières de Tahiti. Des budgets conséquents et des équipes dédiées ont été mobilisées. Nous avons ainsi prévu de dépenser un budget de 400 millions de francs en curage et en protection de berges sur l'année. Rien que sur les 3 derniers mois, nous avons effectué plus de 40 opérations. En termes de réaction, mon cabinet et mes services font régulièrement des exercices de réponse en cas d'urgence avec les services du Haut-Commissariat afin d'être réactifs lorsque ces situations se présenteront. Et nous avons également programmé dans le budget général de la Polynésie une ligne de 400 millions afin de permettre cette réactivité. Le ministre, en visite sur le terrain à Mahaena, a également annoncé l'acquisition de 2 ponts d'urgence, un de 12 mètres et un de 24 mètres, prévus pour le second semestre 2024, afin de pouvoir remplacer dans l'urgence des ponts endommagés par les crues. Les îles hautes, comme Tahiti, accrochent les nuages, ce qui amplifie les pluies et pouvant ainsi transformer les rivières en de potentiels dangers pour les riverains et les communes qu'elles traversent. Lorsqu'on a comme ça des nuages qui sont pris dans le vent d'est et qui arrivent sur nos côtes, ça fait pleuvoir davantage sur les îles qui ont du relief parce que ces nuages sont accrochés par le relief, contrairement aux atolls où là, il n'y a rien qui les accroche et ça passe. Donc ça, c'est un facteur qui, effectivement, au niveau des îles hautes, aggrave, peut-être pas aggrave, mais augmente la quantité de pluie que l'on reçoit au cours d'une saison sur l'ensemble de la Polynésie française. L'île de Tahiti compte à elle seule pas moins de 137 rivières, dont 79 sont placées sous surveillance et sélectionnées car elles présentent des risques qui font l'objet de multiples interventions de l'équipement. 30 de ces rivières sont classées comme prioritaires sur la base de plusieurs critères, comme le risque d'inondation ou encore le nombre d'habitations et de bâtiments importants à proximité. La taille de la vallée et de ses bassins versants sont également pris en compte car ils déterminent le volume d'eau et la puissance de la rivière. Ces cours d'eau sont donc particulièrement surveillés et ils font l'objet d'interventions régulières pour garantir le bon écoulement des eaux. L'ADEC dispose d'une cellule hydrologie faisant partie du GEGDP, le groupement d'études et de gestion du domaine public, installé à Tiperui à côté du STT, la subdivision territoriale de Tahiti.
C'est un peu la base arrière de l'équipement et c'est là que sont concentrés les moyens. Ici, les rivières sont étudiées et surveillées. Alors sur Tahiti, on a plus d'une centaine de rivières qui sont classées domaine public. Évidemment, on ne peut pas être de partout. Nous avons depuis le mois d'août recruté un spécialiste rivière dont le travail justement est de faire un audit, une classification des priorités. En général, les critères principaux, ce seront les zones d'habitat, les zones d'activité, la présence d'équipements, de ponts, de routes, tout ce qui est stratégique pour pouvoir franchir, traverser la vallée, permettre aux habitants de pouvoir rentrer chez eux ou de se mettre à l'abri en cas justement de fortes crues. Pour effectuer donc ces missions, je mets en place des fiches de diagnostic des rivières qui partent depuis l'embouchure jusqu'au plus haut sommet de son bassin versant. Donc j'évalue vraiment la rivière au niveau de son bassin versant. C'est un long travail de recueil de données, donc c'est en cours en tout cas. De ce qu'on a, on peut quand même avoir une bonne évaluation, de bons diagnostics sur chacun des bassins versants, en tout cas majeurs de Tahiti. Les observations relayées par les systèmes de vigilance mis en place dans les vallées sont vérifiées sur le terrain par une équipe de contrôleurs. C'est sur la base de ces informations collectées que sont déclenchées les interventions. Afin d'améliorer la qualité des données nécessaires aux interventions, le GEGDP s'est équipé de drones. Encore en phase d'expérimentation, cette technologie, une fois au point, permettra de faciliter le suivi des rivières, le but étant dans l'avenir de pouvoir estimer la nature et le volume des matériaux accumulés et à retirer. Depuis quelques mois, nous avons mis en place une nouvelle procédure de suivi des rivières avec l'aide de drones spécialisés qui nous permettent de faire des relevés topographiques. On mesure ainsi l'évolution des rivières entre deux temps différents et on peut avoir une situation avant et après. C'est un travail qui est encore en cours de développement, qui nécessite de nouvelles compétences techniques, aussi bien informatiques que sur le terrain. Et c'est un travail qui est passionnant parce qu'on arrive comme ça à avoir une meilleure visibilité de nos rivières et anticiper également les points de difficulté sur lesquels il faut intervenir, soit en curage, soit en extraction, afin de garantir le plus de sécurité possible pour les riverains notamment. Certaines rivières sont curées plusieurs fois dans une même année, car la rivière se recharge très vite en alluvions, ce qui diminue la capacité de son lit. En cas de forte pluie, la rivière déborde, inonde et provoque de lourds dégâts. Il est donc essentiel de préserver au lit de la rivière une profondeur minimum. Mais si cela peut sembler évident, la direction de l'équipement est régulièrement confrontée à des difficultés, voire des résistances d'associations ou de riverains qui considèrent que le curage et surtout l'extraction sont des atteintes au lit naturel de la rivière. Aujourd'hui, la plupart des cours d'eau sont en milieu urbain et on a énormément de constructions qui ont été faites et sans respecter la servitude de curage. Donc normalement, la servitude de curage de 5 mètres de part et d'autre des rives d'un cours d'eau doit être respectée, donc elle est non constructible. Sauf qu'aujourd'hui, au quotidien, on se rend compte que ce n'est pas le cas. On a des habitations qui sont construites dans la servitude de curage, voire même des fois sur le cours d'eau directement, ce qui entraîne des grosses problématiques d'accessibilité pour mettre les engins et commencer à faire l'activité de curage, quoi. Lorsque la crue est violente, comme cela vient de se produire sur la côte Est, les ouvrages sont menacés. Ici, à Mahena, au début du mois de décembre 2023, la crue a emporté le pont qui reliait le Motu de la rivière et plusieurs maisons situées en amont, provoquant des dégâts considérables. Dans ces vallées, très souvent, les habitants vivent dans la peur de ces phénomènes météorologiques extrêmes. C'est la première fois que j'ai eu ça depuis 2008, j'étais là. C'est cette année que j'ai vu que c'est la première fois que je vois une rivière carrément débordée sur la grande route. Et en plus, ma maison a été inondée par l'eau. Toujours inquiet quand on a la pluie qui vient, la forte pluie. Après, on est là, venu au bord de la rivière, regarder si ça ne coule pas. Hein? Toujours là, ça fait seulement des trajets comme ça. Non, ça fait mal au cœur. Hein?
Les opérations de curage sont en cours depuis plusieurs mois, selon un ordre de priorité défini par la direction de l'équipement en fonction des critères et des urgences. Chaque opération est différente selon la nature de la rivière. Par exemple, ici dans la Papeava, un cours d'eau qui traverse la ville de Papeete et qui est bétonné, les opérations ont pour objectif de retirer les limons, mais aussi la boue et les déchets urbains qui s'accumulent parfois jusqu'à 1 mètre d'épaisseur et empêchent le bon écoulement de l'eau. L'équipement doit aussi s'accommoder des véhicules et anticiper avec la commune la nécessité de dégager les voies pour permettre aux engins d'opérer. Cette rivière urbaine fait l'objet d'une attention particulière en termes environnementaux, notamment en ce qui concerne la protection de certaines espèces protégées. Les équipes de l'équipement interviennent donc dans le cadre des directives de la DIREN, la direction de l'environnement. On se concerte avec la direction de l'environnement sur les espèces protégées qui peuvent vivre à proximité de ces cours d'eau. Ils ont une cartographie pour ça et donc à partir de leur cartographie, on adapte nos moyens. Donc on essaye de ne pas arracher des pourreaux, de préserver certaines parties des berges. Et c'est comme ça que du coup, ça nous permet un petit peu de respecter les contraintes environnementales qui nous sont imposées par la direction de l'environnement. Rendons-nous à présent sur un autre type d'intervention complexe. Nous sommes cette fois-ci à l'embouchure de la Papineau, l'une des plus grosses rivières de Tahiti. Sa particularité est l'importance de son débit et le fait qu'il débouche directement sur la mer, car cette partie de la côte est est dépourvue de récifs. Cette situation fait qu'arrivée à l'embouchure, la rivière se heurte au sable égalé poussé par la mer qui érige une véritable digue naturelle empêchant l'écoulement normal des eaux de la Papineau. Ce cas de figure nécessite que le curage s'accompagne d'extraction. Alors, vous êtes en train d'assister à une opération de curage de l'embouchure avec extraction de matériaux. Chaque engin est en train de retirer une quantité de sable qui a été calculée par nos services afin de pouvoir désobstruer cette rivière qui depuis plusieurs semaines est bouchée et on a constaté à plusieurs reprises que l'eau de la rivière ne s'écoulait plus dans la mer et que la rivière était en train de mourir à cet endroit. Donc on est obligé de réoxygéner en réouvrant le passage de la rivière vers la mer. Il est important de souligner que la rivière se recharge naturellement. Les matériaux qui sont extraits sont très rapidement remplacés. C'est un processus naturel lié à l'érosion. Il suffit d'ailleurs de quelques mois pour qu'une rivière curée, dont on a extrait les matériaux, soit à nouveau complètement rechargée en alluvions. Alors, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'une rivière, c'est vivant. Ça bouge, ça se déplace de gauche et droite, ça s'incise en profondeur, mais ça peut également se remplir. Et à chaque événement, à chaque intempérie, à chaque événement majeur, l'île de la rivière va se recharger en cailloux, en gros blocs, en gravier et également en sable, aussi bien dans les embouchures que dans le lit principal. Tous ces matériaux, sable, gravier, cailloux, ce qu'on appelle les alluvions, ils proviennent en fait de l'érosion naturelle du volcan, de la montagne. Cette érosion, elle est provoquée par la pluie, le ruissellement, mais également la rivière lorsqu'elle frotte de part et d'autre de ses berges. Et elle emporte des matériaux qu'elle transporte, qu'elle charrie, et qu'elle va redéposer de manière plus ou moins homogène tout le long de son chemin. Ces matériaux, la plupart du temps, un curage permet de rectifier les petits désordres. On va venir prendre d'un côté et le déposer de l'autre côté de la berge, par exemple. On va les étaler sur le fond de la rivière. Et puis, parfois, quand il y a beaucoup trop de matériaux, quand la rivière est trop chargée, il est nécessaire de pouvoir les retirer. On n'en a pas l'utilité dans la rivière et donc on doit procéder à une extraction. Dans ce cas de figure, ici à l'embouchure de la Papineau, le curage avec extraction est nécessaire pour la bonne santé de cette rivière. Il se fait sous contrôle pour ne pas modifier le lit de la rivière et prendre le risque d'aggraver les inondations. Ces extractions, lorsqu'elles sont décidées, aident le lit à se renouveler et en retrouvant le gabarit naturel de la rivière, elles réduisent les risques d'inondation. Lorsque des extractions doivent être réalisées, celles-ci sont extrêmement encadrées afin d'éviter le pillage des matériaux. Les contrôleurs du GEGDP analysent le volume qui doit être extrait et délivrent des arrêtés d'autorisation d'extraction en conséquence. C'est sur la base de ces arrêtés
que les entreprises privées qui vont effectuer ces extractions sont autorisées à prélever les matériaux afin de libérer le cours d'eau. L'arrêté est élaboré par les services de l'équipement et signé par le ministre. Selon l'envergure des travaux, on a besoin de l'aide du privé pour intervenir. Il faut du matériel spécifique, il faut plusieurs camions, il faut parfois comme ici 2 engins, 2 dragues hydrauliques en même temps. Il faut des chauffeurs qui soient connaisseurs et expérimentés pour ce type de travaux. L'aide du privé est nécessaire. Le jour défini pour les opérations, les contrôleurs de la DEC, c'est-à-dire ceux-là même qui ont préparé les arrêtés, sont présents pour surveiller les opérations et s'assurer que les extractions soient conformes au volume autorisé et nécessaire au rétablissement de la rivière. C'est la direction de l'équipement qui procède aux extractions de matériaux. Pour cela, elle se fait accompagner d'entreprises du secteur privé qui mettent leurs moyens à disposition et qui vont procéder à ces travaux sous le contrôle justement des agents de la direction de l'équipement et du GEGDP en particulier. Les entreprises qui réalisent les extractions ne sont pas payées par la direction de l'équipement. Elles sont en fait rémunérées sur la valorisation des agrégats, des matériaux qu'elles vont prélever dans la rivière. Elles vont les transformer la plupart du temps, les cailloux, les graviers vont être concassés et permettent de produire différents types de matériaux, d'agrégats, allant du simple gravier jusqu'au sable fin qui rentre en œuvre dans la construction. Ces matériaux, du coup, sont remis en circulation sur le marché, disponibles à la fois aux professionnels du BTP, mais également auprès des particuliers pour pouvoir construire sa propre maison, par exemple. Outre le curage et l'extraction, des opérations de bûcheronnage et d'entretien de cours d'eau sont aussi réalisées, comme ici dans la rivière Tematahua à Papara. Cette rivière n'est pas très large et elle est bordée d'arbres dont la chute peut aisément provoquer des embâcles, c'est-à-dire s'accumuler, bloquer le cours d'eau et provoquer des inondations. Préventivement, les arbres sont élagués et les branches découpées, puis sont retirées de la rivière à mesure qu'elles sont tronçonnées. Et là, en ce moment, nous effectuons l'entretien des cours d'eau. Là, on fait le curage de la rivière ainsi que le dégagement du lit. Alors que le curage des rivets ou l'entretien des rivets fait partie de une de nos missions dans notre secteur qui part de Punavia jusqu'à Papeari. Nous effectuerons également les visites des rivières pour voir l'urgence des travaux. Tous les déchets retirés des cours d'eau et des opérations d'élagage sont acheminés en camion vers le centre de tri de la direction de l'équipement situé au fond de la vallée de la Punaru. Là, sur ce terrain d'environ 1 hectare, sont déversés et triés des tonnes de déchets extraits de nos rivières. La direction de l'équipement sous-traite cette partie des opérations avec des entreprises privées. Cette action s'inscrit dans une démarche environnementale récente et le résultat est parfois édifiant. On a à la fois de l'électroménager, donc des machines à laver, des télés, du petit matériel. On a des pneus, on a aussi donc, du bois, beaucoup de bois que l'on retrouve dans ces cours d'eau. Et aussi des fois beaucoup de déchets ménagers. Donc, voilà. Donc ici on a un peu une démarche environnementale. On vient tout décharger et mettre en place le tri qui est de manière à ensuite à pouvoir récupérer les déchets qui iront dans les bonnes filières de traitement et notamment vers les centres d'enfouissement technique, notamment celui de Peihoro. Pour l'heure, sur les 2-3 dernières années, on a à peu près 30 millions de francs qui sont dépensés uniquement pour trier donc, ces déchets issus de l'activité de curage. Si le travail du pays est indispensable, l'entretien des rivières est en réalité l'affaire de tous. Cette prise de conscience doit nous conduire à changer nos comportements, à considérer que personne n'est propriétaire de la rivière, que c'est un bien commun et qu'à ce titre, elle doit être soignée, nettoyée, entretenue pour qu'elle remplisse son rôle le mieux possible. Et nous devons cesser de considérer nos rivières comme des poubelles. Faire face à des inondations, c'est avant tout un effort collectif. Le pays, l'État et les communes ont leur part de responsabilité,
mais c'est aussi au niveau individuel qu'il faut agir. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que souvent les inondations sont causées par des embâcles, c'est-à-dire des bouchons qui sont formés par des arbres coincés au niveau des ponts, des ouvrages du réseau routier, et cela crée des inondations. Pour éviter ce phénomène, il faut essayer au maximum d'entretenir les berges qui sont situées aux abords des rivières et surtout éviter l'entrepôt de déchets en tout genre et surtout de déchets verts le long du cours d'eau. Le pays et la direction de l'équipement, sous la houlette de son ministre, se sont préparés au mieux à cette saison cyclonique. Mais là aussi, il y a la part collective et il y a la part de chacun. Alors, le pays s'est préparé et est prêt à faire face à des épisodes de fortes intempéries. Maintenant, je souhaiterais faire appel à la vigilance de la population, car nous pouvons minimiser le risque d'inondation, mais nous ne pouvons l'éviter lorsqu'il y a des événements extrêmes. C'est ce que montrent par exemple les études qui ont été menées sur les inondations de Tiopo qui se sont déroulées le 1er mai. Les études montrent qu'il aurait fallu interdire toute construction 50 mètres de part et d'autre de la rivière et également agrandir significativement le lit de cette dernière afin d'éviter tout dégât. Ce qu'on peut faire par contre, c'est minimiser les risques, minimiser les dégâts, en curant régulièrement les cours d'eau, en procédant à des extractions lorsque c'est nécessaire et également en respectant les normes de l'urbanisme et en construisant au maximum sur pilotis. Les récents événements que la Polynésie a connus au début du mois de décembre nous rappellent à la fois nos responsabilités et notre vulnérabilité face à des épisodes extrêmes. Anticiper, nous préparer, nous sécuriser permet de limiter les risques et d'être plus réactifs lorsque surviennent les intempéries.